Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 25 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je dois vous prévenir que cet épisode est dingue. Dingue de la rencontre à leur maison d'enfants au Népal, de l'accouchement au projet de lactation induite. Et par dingue, j'entends fantastique. Mona l'explique bien. La lactation induite et l'allaitement induit ne sont pas la même chose. Le projet n'est pas le même. Leur projet, à elles, était de pouvoir nourrir toutes les deux leurs enfants sans faire de distinction entre les laits et à parts égales. Une production de lait moitié-moitié afin de pouvoir prendre le relais l'une de l'autre. Alors vu de loin, vous allez me dire que ce type de projet n'est envisageable que pour des personnes hyper informées et convaincues de l'allaitement. Si maintenant c'est le cas pour Mona et Catherine, ça ne l'était pas au début de leur réflexion. Mona était pétrie d'angoisse de ne pas trouver sa place de mère. Elle a pensé que cela passerait aussi par le fait de nourrir son enfant. Le biberon était une évidence pour elle. Catherine souhaitait tenter l'allaitement et n'avait pas envie d'y renoncer. Elles ont mûri leurs convictions, chacune de leur côté, pour en arriver à se préparer assez tardivement finalement à cette lactation induite. Et avec le recul, elles remercient l'intuition qu'elles ont eue que cette solution d'alimentation ait été la leur. Parce que Catherine seule n'aurait pas réussi à allaiter dans son postpartum immédiat et Isaïe avait besoin de se précioler pour guérir et reprendre de l'énergie après leur accouchement traumatique. Aucun jugement dans cet épisode. Je sais que le sujet personne allaitante versus personne biberonnante est clivant. Je le dis dans l'enregistrement, il vaut mieux une maman et un bébé heureux au biberon qu'une maman et un bébé malheureux au sein. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'allaitement n'est pas facile pour tout le monde. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Chaque histoire est unique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mona. Salut Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Ça fait un moment qu'on l'a programmé, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on n'arrive pas, qu'on se tourne autour là et qu'on n'arrive pas à trouver un créneau. C'est ça, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je précise que tu étais venue vers moi suite à un épisode qui date d'il y a maintenant 1 an, donc quand je dis que ça fait un moment qu'on se tourne autour, ça fait un moment, sur l'allaitement induit, où tu m'avais dit attends, j'ai plein de choses à raconter moi aussi, je veux vraiment qu'on en parle. Et c'est maintenant. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille ? Alors, moi, je m'appelle Mona, je suis mariée à ma femme Catherine, qui est allemande, et on a ensemble un petit garçon qui vient d'avoir 2 ans et qui s'appelle Isaïe, et qui est né à Berlin. Voilà. Et qui est né à Berlin, d'accord. Donc, à l'époque, vous viviez en Allemagne. On est allé s'installer en Allemagne pour pouvoir faire un bébé légalement. Parce que à Berlin, c'était légal. Et on a voulu se lancer dans la PMA dans un endroit où c'était légal, où ça allait être facile. D'accord. Donc, on est allé s'installer là-bas exprès. Tu vas me raconter tout ça parce que je pense que c'est très intéressant. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrés avec Catherine ? On s'est rencontrés en Thaïlande. D'accord. Quand j'avais 22 ans, on était toutes les deux en voyage autour du monde, voyage de jeunesse, et on s'est rencontrés. Et moi, j'ai eu le coup de foudre, alors je l'ai suivi partout autour du monde jusqu'à ce qu'elle aussi. T'as été persévérante. Voilà. Très persévérante. Je l'ai suivi pendant 6 mois. On s'est installés au Népal ensemble. D'accord. Pendant 6 mois de plus. Et ensuite, on s'est plus jamais quittés, en fait. Ouais, mais t'as vraiment eu un coup de foudre parce qu'il faut le faire quand même pour suivre quelqu'un comme ça autour du monde, s'installer à l'étranger. Et puis au Népal, c'est pas quand même le pays le plus simple où s'installer. Coup de foudre, ouais, imminent. Et je savais pas que je pouvais aimer une femme.
Ah oui, donc tu as en plus C'était dû faire cette vraiment démarche-là, ouais. ouais, c'était coup de foudre imminent et je l'ai pas lâché. Voilà. Dingue. Et elle, du coup, c'est pareil? Enfin, non, c'est pas pareil, mais elle avait déjà été en couple avec une femme ou pas du tout? Elle avait été en couple avec une femme plus ou moins, ouais. D'accord, OK. Plus ou Donc moins. pour elle, Pour c'était elle, le enfin, le chemin était un chemin, peu de fait. l'homosexualité était fait, ouais. Mmh. Et pas pour moi, mais ça m'a posé aucun problème. J'étais très, très sûre de moi. Waouh, à 22 ans en plus, waouh! Ouais, j'étais très, très sûre de moi. Et c'était J'adore. elle, pas forcément que c'était les femmes, mais que c'était elle. Voilà. Oui, voilà, c'était elle. C'était elle. C'était waouh! C'était Super, elle. excellent. Et du coup, 22 ans, donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là? J'ai 30 ans maintenant. Donc ça fait 8 ans. Voilà. Waouh, 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 waouh! J'adore l'histoire. Déjà, j'adore l'histoire. Et alors, à 22 ans, je suppose que, en plus, sans savoir potentiellement que tu allais faire ta vie avec une femme, tu n'avais pas forcément réfléchi à la parentalité et à ton accès à la parentalité. Non, non, non. En fait, ça a commencé quand on s'est installé au Népal. Et là, il y a eu un tremblement de terre. Immense. Je sais pas si tu en as entendu parler. Très probablement, mais Il y je a le eu situe pas. un immensissime tremblement de terre. Ouais. Et on a décidé de rester là-bas. Et on était éducatrices toutes les deux et on a créé une maison d'enfants. Donc, on a commencé notre chemin à s'engager avec des enfants, en fait, au Népal. D'accord, ok. Donc là, maintenant, on a une ONG et on a une maison d'enfants. C'est pas notre travail, mais c'est ça qu'on gère à temps plein depuis tout ce temps-là. Et c'est en élevant ces enfants-là qu'on a commencé notre chemin en se disant, on a envie d'être parents ensemble. D'accord. Ah oui. Déjà, c'est un projet super engageant et c'est un très très beau projet, il n'y a pas à dire. Et c'est sûr que je pense que ça induit forcément une réflexion. Mener un projet aussi important, c'est presque plus gros que de la parentalité, en fait. Bah, disons, c'est aussi engageant. C'est Quand aussi on a engageant. ouvert la maison d'enfants, parce qu'on était installé dans un village depuis des mois, et on s'est retrouvé avec des enfants qui n'avaient pas de solution dans notre village, et on s'est engagé. Et c'est sûr que c'était aussi engageant que d'avoir un enfant, parce que à partir du moment où on accueille un enfant dans sa maison pour toujours, dans sa nouvelle famille pour toujours, on sait que c'est jusqu'à ce qu'il soit adulte. Ouais, Donc oui. cet engagement, on l'a pris très vite. Ouais. Et puis quelques années plus tard, on a vu que ça marchait déjà super bien, qu'on avait exactement la même vision d'éducation. On s'est dit bah voilà, il est temps d'ajouter un petit 13e. Et Isaïe, c'est notre petit 13e. C'est de votre petit 13e. Ouais, parce que du coup, là, c'est 12 enfants qui n'ont plus de parents, c'est ça? C'est pas qu'ils ont spécialement plus de parents, c'est qu'ils avaient plus de solution. Donc soit c'est des parents qui sont partis, D'accord. soit c'est des parents, la plupart ont des parents qui sont partis, ou alors c'est des parents qui étaient des enfants qui étaient en situation de maltraitance très très sévère. D'accord, ok. Ouais, et je suppose que forcément, ces enfants-là, vous avez dû vous les portez dans votre cœur, en fait. Vous avez dû les prendre... Ah bah c'est notre famille, c'est la Ouais, famille d'Isaïe. Isaïe a déjà passé, on est parti 2 fois pour des très très longs séjours avec Isaïe au Népal. C'est notre vie. Ouais. Ils font partie intégrante de notre famille élargie et de notre vie. D'accord. C'est sûr. Et on grandit avec eux, et Isaïe grandit avec eux, et il commence à parler népalais et tout ça. Waouh, non, franchement, c'est génial. C'est hyper beau ce que vous apportez, et à ses enfants, et à Isaïe. Ok. Et nous, ce qui nous apporte aussi, c'est d'une immense richesse. Hein. Je me doute que ça marche dans les deux sens, ouais. Et alors, comment vous avez concrétisé cette envie d'enfant? Parce que donc vous étiez toujours au Népal? On partageait la moitié de l'année à Katmandou et la moitié on travaillait en France. Parce qu'il faut bien travailler, c'est pas notre métier. Notre association, elle s'appelle Sambhava. Sambhava, c'est pas notre métier. Donc on travaille en France. Et oui, je pense qu'on a décidé de lancer le projet à Katmandou. Et du coup, on s'est dit, ok, on rentre pas en France, on rentre en Allemagne. Et on essaie de trouver du travail en Allemagne pour pouvoir faire un bébé légalement et que ce soit simple. On se voyait pas, en plus de devoir voyager à Katmandou régulièrement, aller en Espagne ou au Portugal ou en Belgique, on se le sentait pas. Oui, ben ça se comprend. Vu dans quoi vous étiez engagé, c'était pas gérable. Voilà. En Allemagne, donc, alors là, enfin pardon, mais je tombe un peu dénue entre guillemets, et je savais pas que c'était que la PMA pour toutes était légalisée. Alors pas partout. D'accord. Chaque région a fait sa loi. Et en l'occurrence, à Berlin, vraiment, c'est légal. Et à Berlin, c'est légal, d'accord. Mais c'est légal, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que nous, il y a plusieurs cliniques qui ont refusé de nous traiter. Ils sont pas obligés. D'accord, ok. Ils ont pas d'obligation, ok. Mais c'est tout à fait légal. Et voilà. Par contre, c'était pas remboursé. D'accord. Donc l'accès est possible, mais à vos frais. À nos frais, et si on trouve une clinique ou un gynéco qui est d'accord de le faire. Ouverte, d'accord. Est-ce qu'ils vous imposaient
hormis leur accord, évidemment. Autre chose, est-ce que, par exemple, ils vous imposaient d'être mariés? Est-ce qu'il y avait des conditions? Oui, il fallait être... non, pas pour l'accès à la PMA, il fallait pas être marié. Il fallait simplement signer chez le notaire une reconnaissance... alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais un papier comme quoi on était toutes les deux parties prenantes du projet. Ouais, donc c'est comme la RCA en France. Voilà. La clinique nous a imposé une banque. On n'a pas pu choisir la banque qu'on voulait de sperme. D'accord, ok. Oui, c'est souvent le cas. Voilà, et on a pris une banque danoise, mais pas celle qu'on avait prévue au départ. D'accord. Et non, c'est tout en fait, c'est tout. Tout simplement. Et après, du coup, le parcours, il se déroule au même titre que pour un couple hétéro. Vous rentrez dans le schéma, quoi. Ouais. Et comment ça se passe en Allemagne? Est-ce que du coup, il y a aussi un entretien psy, il y a un entretien gynéco, je suppose? Comment ça se passe? Alors, c'est une clinique de fertilité qui était à côté de chez nous. Non, on commence la PMA vraiment au premier rendez-vous, on a lancé le projet, quoi. Premier rendez-vous, première prise de sang, première écho pour commencer à évaluer le cycle. Voilà, non, il n'y a pas eu d'entretien psy pour la PMA. Ah ouais, donc en fait, tu pousses la porte et tu lances ton cycle, en fait. Enfin, c'est parti. J'exagère, hein, mais c'est fou. Enfin, je savais pas que ça se passait autrement ailleurs, d'ailleurs. Je l'apprends, mais non, ça oui, c'est-à-dire qu'en France, il y a quelques délais pour le moment qui se raccourcissent fortement, mais il y a des délais en général. Ouais, non, on a poussé la porte en novembre et en décembre, on a fait la première insémination. Ah oui. Oui, ok. D'accord. Et du coup, avec, sans stimulation, est-ce que vous aviez des examens gynéco à faire ou sur cycle naturel? Alors, comment ça se passait? On allait faire des échos endovaginales pour voir où en étaient les follicules. Mmh. Et pareil, j'ai peut-être pas le vocabulaire français pour tout ça. Et elle faisait des prises de sang, je sais pas exactement pourquoi. Et on a commandé le colis et non, voilà. C'est vous qui commandiez en fait les paillettes. On a commandé les paillettes, et on les a fait livrer directement à la clinique et ils s'en sont occupés. D'accord. Et voilà. Et du coup, première insémination en décembre. Première insémination, voilà. Après, on est tombé sur une gynéco qui était très clairement pas d'accord avec notre projet, donc c'était un peu gênant. Ah oui, donc même si la clinique accepte, la gynéco peut être contre. Enfin, la gynéco était vraiment mal à l'aise, ouais. Elle faisait tout pour m'éviter. Typiquement, elle serrait la main à Catherine en entrant dans la salle et pas à moi. Elle m'ignorait, elle était pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Mais voilà, du coup, ça n'a pas marché, hein, la première. Parce que vous aviez pas le choix du gynéco, du coup. Disons que on les connaissait pas, donc on a eu rendez-vous avec un gynéco, on l'a pris, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est normal en même temps. Et il se trouve que pour la deuxième, elle était absente et on a eu une autre absolument géniale. Ah, nickel. Et je suppose que ça a été beaucoup mieux. Ah oui, la bonne fée de notre PMA. Et ouais. Ah, super. Ça n'a pas marché non plus, mais elle a été extraordinaire. Et je t'ai pas posé la question du coup parce qu'on l'a pas encore évoqué, mais vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, puisque là on le comprend parce que moi je le sais, mais on le comprend parce que là je n'ai qu'à serrer la main que de Catherine. Vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, c'est ça? Ouais, ça a été de longues conversations, et puis un jour je lui ai vraiment offert comme un cadeau, quoi. Je lui ai fait une déclaration en lui disant, je lui ai écrit une lettre, je lui ai disant voilà, j'aimerais que ce soit toi la première. Ouais. Mais on avait toutes les deux envie de porter l'enfant. D'accord. Ouais. Voilà. Donc là oui, parce que des fois dans certains couples c'est l'inverse, personne n'a envie de porter. Non, nous on était toutes les deux, parce que nous dans notre imaginaire depuis qu'on était petites, on avait envie d'être maman. Donc c'était un projet de voilà, moi à 4 ans et demi, je connaissais déjà les prénoms que j'avais envie de donner à mes enfants. Enfin c'était un imaginaire de longue date qu'on avait toutes les deux. D'accord. Et voilà, mais je dis ça et en même temps sur mon journal de bord de voyage, le premier jour où j'ai rencontré Catherine, j'ai écrit ce sera elle qui portera mon enfant. Ah ouais, c'est fort ça. Voilà, et j'ai écrit même en disant je l'aime tellement que je pourrais lui offrir ça, enfin je pourrais concevoir renoncer à une grossesse pour que ce soit elle qui porte mon enfant. Donc en fait c'était clair depuis toujours, mais il a fallu qu'on se le redise. Ouais. Et voilà. Non mais c'est marrant parce que t'aurais pu te dire c'est la mère de mes enfants, mais non, de suite tu t'es projetée en disant c'est elle qui portera mon enfant. La voyante enceinte, ouais. Et je m'en souvenais pas, c'est vraiment en relisant mais des années après, en disant mais en fait c'était tracé, quoi. Mais c'est ça, t'as dû avoir un énorme flash à ce moment-là, c'est ouf.
Ouais. C'est ouf. D'accord. Ok, super. Donc du coup, premier enfant, Catherine. Donc première insémination, évidemment avec un médecin comme ça, voilà, ça pouvait pas trop fonctionner. Deuxième qui fonctionne pas non plus. Est-ce que vous continuez à être suivi par ce gynécologue, enfin cette gynécologue-là du coup, vous avez pu la demander par la suite? On a pu rester avec la super La deuxième. gynéco. Voilà. Super. Troisième cycle, Catherine, elle a ovulé devant la clinique. Du coup, on n'a pas pu inséminer parce qu'ils font pas quand. D'accord, parce que là du coup, ouais, c'était trop tôt quoi. C'était trop tard. Oui, enfin c'était, elle ovulait trop tôt et c'était donc trop Ouais, tard. oui, voilà. Ok. Mais D'accord. c'était Ok. vraiment à 5 minutes près, quoi. Bon. Ouais. Du coup, on l'a pas fait. Du coup, ça, c'était très dur parce qu'en fait, après, on partait au Népal pour plusieurs mois et ça repoussait le projet. Ah bah oui. Et puis alors pour le coup là, c'est un échec. Enfin, il y a pas d'insémination quoi. Donc c'est Voilà. ouais. Là, tu sais que c'est mort quoi. On sait que c'est voilà. C'est ça. Voilà. Ah, et ça Et devait du être coup, dur. là, c'était le vrai coup dur parce qu'on s'est dit, on n'aura pas de bébé en 2019 et mine de rien, ça faisait un deuil, quoi. Et puis Catherine Ouais. a eu 4 jours d'avance sur son cycle. Oui. Et donc, le matin de notre départ, le samedi, on partait le samedi au Népal. Ouais. En fait, c'était bon. Du coup, on est allé à la clinique. Notre gynéco a ouvert la clinique que pour nous. Et on a fait l'insémination et elle a marché. Ah mais excellent. Donc du coup, pas de stimulation, rien. Rien, non. Rien du tout. Excellent. Mais c'était écrit ça aussi. Ah C'est oui, pas possible autrement. ça, c'était fou parce que vraiment, c'était pas possible. Ça n'était jamais arrivé avant. Et puis, il y avait personne dans cette clinique. Elle est arrivée limite en pyjama, quoi. Notre gynéco, à nous ouvrir la porte, avec le laborantin qui est, enfin, je sais pas comment on dit, le biologiste qui est venu pour décongeler le sperme. Voilà, ils sont venus tous les deux. Et c'est tout, quoi. Dans l'intimité la plus totale, c'était le silence complet. Et on est sorti de la clinique, on a pris nos valises, on a couru prendre l'avion. Waouh. Non mais alors là, c'était écrit. Voilà. C'était écrit. Voilà. D'accord. Donc du il coup, s'est fait dans les airs. et voilà, exactement. Déjà, c'est un bébé voyageur. Déjà, ouais, ça, Déjà. c'est sûr. Vous partiez plusieurs mois au Népal. Vous avez fait un suivi de grossesse au Népal, tout ça. Enfin, comment ça s'est passé? Et ben du coup, déjà, on savait pas que si ça. On est arrivé au Népal, on a rencontré tous les enfants, et là, il y a notre dernière qui s'appelle Mendo, qui avait 6 ans, qui a serré Catherine dans les bras pour lui dire bonjour et qui a dit mais il y a un bébé dans ton ventre. Non mais alors c'est dingue. qu'elle savait même pas qu'on était ensemble. Enfin, je veux dire, on n'était pas encore ouvertes dans notre relation. Elle savait pas en même temps que comment on faisait le bébé. Enfin bref, elle a dit il y a un bébé dans ton ventre. Et nous, on a dit je sais pas, on savait pas. On espère. Ça, c'était vraiment très étonnant. Et donc, 14 jours plus tard, on a fait le test et c'était positif. Donc oui, après, on est allé chercher un hôpital pour faire une échographie, pour confirmer l'échographie au Népal. Mais tu sais que il paraît que les enfants, pour ça, ils ont un sens qui est développé. Parce que les petits, tout petits, ils savent déterminer. Enfin, quand tu espères être enceinte, on le dit, hein, si un enfant se colle à toi, souvent, c'est que ça a marché. Ah ouais. Bah là, c'est fou. Hein. Là, c'était fou parce que elle savait même pas que c'était en projet. Non, mais c'est. Et puis, enfin, elle vous avait pas vu de longue date. Enfin, tu vois, C'était incroyable. Incroyable. Waouh. Donc elle a su avant. Bon... Ouais, elle a su avant. C'est elle qui vous l'a annoncé, en fait. Ouais. Et alors, du coup, donc suivi de grossesse, donc échographie qui confirme, suivi de grossesse au Népal, alors? Voilà, donc on a fait l'échographie au Népal. Alors là, c'était très dur parce que du coup, au Népal, on pouvait pas dire qu'on était deux mamans. Enfin, peut-être qu'on aurait pu, mais on n'a pas su. Ouais. Voilà. Et donc là, vraiment branle-bas de combat pour que la gynéco me laisse rentrer dans la salle d'échographie. Ah, tu m'étonnes. Elle comprenait pas du coup le concept. Et moi, j'ai vu quand elle a fait l'écho, j'ai vu tout de suite l'écran parce que Catherine ne voyait pas l'écran. Et là, je me suis mise à pleurer et j'ai dit à Catherine, il est là, il y a un bébé. La première phrase que j'ai entendue, c'est don't make a noise, you're not the mother. Tais-toi, t'es pas la mère, quoi. Oh là 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 là. Et bon, c'est pas grave, il y avait un bébé. Ouais. Mais on s'est dit, bon, le suivi, voilà. Et après, elle nous a dit, la grossesse va pas marcher, il y a un gros hématome, vous allez le perdre dans les jours à venir. Ok. Voilà ce qu'elle nous a dit. De façon tout à fait détachée. C'est bien, j'ai l'impression qu'ils mettent des formes. Et donc là, il y a notre gynéco d'Allemagne, la géniale, là, qui a fait un branle-bas de combat, qui nous a fait venir des médicaments d'Inde, enfin bref. Elle a pris des hormones pour que
aider à ce que ça tienne, et ça a tenu. Et c'est grâce à elle. Ah, excellent. Et ça a tenu. Mais on a eu peur parce que on est rentré de cette échographie et la même qui a dit il y a un bébé dans ton ventre, elle a dit Your baby's already dead, non? Il est mort le bébé maintenant, ça y est. Oh là Alors, là. voilà. Alors par contre, elle a des antennes, hein, Ouais. cette petite. Et je pense qu'elle a ressenti ce que vous ressentiez. Et du coup, on s'est dit bon bah ça y est, c'est foutu quoi. Mais non, il s'est accroché grâce à vraiment tout le travail de notre gynéco qu'elle a fait en plus complètement bénévolement à distance. Waouh. C'est beau d'être bien accompagné. Je parle pas du Népal évidemment. Mais après, on a changé de gynéco au Népal. On est allé dans un hôpital beaucoup moins cher, tout à fait lambda de quartier. Et après, c'était génial. Après, c'était super. D'accord. Ouais. Et du coup, à aucun moment tu n'as pu indiquer que tu étais la deuxième maman? Pas à l'hôpital, non. Je n'avais pas cherché à faire ça. Et par contre, on a annoncé du coup aux enfants qu'on allait être maman et qu'on allait se marier. Et comment ont pris les enfants? Bon, en fait, ils avaient tous déjà compris. On se faisait des montagnes pour quelque chose qui en fait était clair dans leur tête depuis. Voilà. C'était évident. C'était clair et c'était trop drôle parce qu'après ils sont allés à l'école et ils ont raconté ça à leurs copains. Et il y en a un qui est rentré à la maison pour dire oh là là, mes copains ils comprennent rien, ils sont pas assez éduqués. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps au Népal? On est resté pas très longtemps, 2-3 mois. Je sais plus maintenant. D'accord. Ce voyage-là. Okay. Et on est rentré, on a fait donc l'écho après où on a su que c'était un petit garçon en Allemagne. En Allemagne, ok. Et du coup, accouchement en Allemagne. Accouchement en Allemagne, ouais. D'accord. Et alors, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle de un projet que vous aviez, que tu as mis en place, enfin que vous avez mis en place ensemble, autour de l'alimentation, on va dire, d'Isaïe. Ouais. Puisque tu as décidé, toi aussi, d'allaiter Isaïe à titre vraiment nutritif, dans le sens vraiment nutritif du terme. Donc, tu as mis en place une lactation induite. Voilà. Déjà, pourquoi, en fait? Pourquoi? Ouais. Et ben, après, il y aura le comment, mais d'abord le pourquoi. Voilà. Et la vérité du pourquoi, c'était parce que j'étais bourrée d'angoisse de pas avoir ma place de mère. À la base, c'était vraiment ça qui a déclenché le projet. C'est que moi, j'étais gouvernante en Allemagne pour une famille de 5 enfants et la dernière est née pendant que j'étais là et j'étais là tous les jours pour cet enfant. Je m'en suis occupée à temps plein et je me suis dit c'est pas possible que mon fils naisse et que je puisse pas le sortir 2 heures toute seule sans avoir à le ramener auprès de Catherine pour qu'il puisse téter. C'est pas possible que je m'occupe moins de mon fils que de cette petite fille que j'aime très fort mais qui est pas ma fille. Et à la base, la réflexion elle est vraiment née de mon angoisse à moi et je savais pas encore que la lactation induite ça allait être beaucoup plus que ça. Que ça allait être vraiment incroyable pour tout le monde. Mais si, il faut être tout à fait honnête, c'est parce que moi j'avais peur de pas être mère à part entière, de pas trouver ma place, de pas être considérée comme mère, de pas pouvoir m'occuper de mon enfant comme la mère que j'avais imaginée. D'accord, mais à la base c'est vraiment ça. Pour envisager ça, il faut déjà en avoir entendu parler. Ouais. De la lactation induite, oui, ben je sais pas en fait. À la base, je croyais que Céline Dion que j'en avais entendu parler parce que Céline Dion l'avait fait et j'ai appris qu'elle a pas du tout fait ça, qu'elle a porté ses enfants en fait. Oui, tout à fait. Donc j'ai aucune idée d'où j'en ai entendu parler. Mais c'est un rapport avec Céline Dion. Du coup, Céline Dion, c'est pas du tout ça. Donc je sais pas comment j'en ai entendu parler, mais en tout cas, à la base, j'avais presque envie, très égoïstement, c'était soit on allait toutes les deux, soit personne le fait. Et c'est pas du tout ok comme raisonnement, c'est pas du tout sain, mais ça a commencé comme ça. Oui, parce que j'allais te dire, t'avais la possibilité de l'alimenter au biberon, ce bébé, si jamais tu voulais aussi participer à l'alimentation, j'entends. Ouais. Et ça, mais c'était pas une option. Ça inquiétait beaucoup de Catherine, en fait. Parce que Catherine, du coup, au départ, comme moi, je nourrissais le bébé dont je m'occupais à temps plein au biberon, je trouvais ça génial, le biberon. Et Catherine, là, m'a dit, mais non, moi, j'ai vraiment envie de l'allaiter et que ça marche. Et j'ai peur que le biberon interfère. Donc, à un moment donné, on a eu des tonnes et des tonnes et des heures de conversation de qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. Oui, bien sûr. Ben, bien sûr. Et en arrivant à qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde, c'était le mieux du mieux, c'est qu'on allait toutes les deux. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que c'est pas voilà. Ça a été des longues conversations. Jusqu'à ce que j'arrive qu'on arrive avec Catherine en préparation à l'accouchement et où j'ose timidement poser la question quoi. Est-ce que cette envie est réalisable? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est possible? Et là, la sage-femme, elle m'a dit, mais évidemment qu'il faut faire ça. Bien sûr.
Mais tu sais que quand j'en parle à des professionnels de santé, ils me disent que spontanément, ils pensent pas forcément à le proposer ou c'est pas leur place de le proposer et que quand on leur parle, ils sont super enthousiastes, quoi. Bah oui. Bah là, la sage-femme, elle a dit, mais bien sûr qu'il faut le faire, t'as envie de le faire, mais fais-le, vas-y. Et là, au départ, elle m'a dit, il suffit que tu le mettes au sein quand il est né, le lait va venir tout seul. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça dépend, Mais, ouais, ça dépend pourquoi. Oui, c'est pas comme ça que ça se passe pour avoir du lait, pour pouvoir partir avec le bébé et pas avoir besoin de complémenter en lait. Ce qui était ça le projet. Le projet, c'était vraiment qu'on puisse le nourrir toutes les deux. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe pour le projet que nous, on avait. C'est-à-dire d'avoir des quantités de lait suffisantes pour que le bébé ait pas faim quand il est qu'avec l'une ou qu'avec l'autre. Mmh. Donc, là-dessus, en Allemagne, il y a un suivi prénatal et postnatal beaucoup plus poussé qu'en France, en fait. Hein. Mmh. Donc, on a une sage-femme qui Pas est venue à la difficile. maison. Voilà. Et la sage-femme peut venir après, pendant les 3 premiers mois, quasiment tous les jours à la maison si on veut. Ah, c'est fou ça, c'est génial. Hein. Donc, c'est pas pareil. Donc, nous, on a rencontré la sage-femme qui allait nous suivre parce qu'on était inscrits dans une maison de naissance. Donc, il y en a une qui était attribuée pour nous suivre. Mmh. À qui on a parlé de ça, et elle s'est démenée pour nous trouver toutes les infos du monde. Waouh. Et elle a été géniale. Et on n'avait pas beaucoup de temps parce que le bébé allait naître dans 1 mois et demi, quoi. Oui. Et là, elle nous a trouvé la gourou de la lactation induite en Allemagne. La grande spécialiste qui est une consultante en lactation qui est très respectée. C'est elle qui est consultante pour toutes les autres consultantes en lactation en cas de gros problèmes. C'est vraiment la grande spécialiste prêtresse de l'allaitement. Voilà, de l'allaitement et de la lactation induite. Elle a aussi, elle aide aussi des femmes trans à allaiter. Enfin voilà, elle sait tout faire là-dessus. Wow. Et donc on est allé la voir et elle a lancé le protocole. Et j'avais plus le temps pour faire le protocole normal de Jack Newman. C'est un pédiatre qui a créé ce protocole, un pédiatre canadien qui est spécialiste en allaitement. J'avais plus le temps parce que le bébé allait naître dans 6 semaines. Donc on a fait un protocole accéléré. Oui, parce que lui, son protocole, il est sur combien de temps ? Le protocole normal, c'est des mois avant. Ça commence, je sais pas exactement, mais c'est 6-7 mois avant la naissance. Oui, donc c'est vraiment parce un projet de base. Il y a une prise de contraception hormonale pour un peu faire croire au corps qu'il attend un bébé. D'accord. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait sans hormones. D'accord. Parce que j'avais plus le temps. Et donc, j'ai fait le protocole accéléré. Et donc, je peux dire ce que c'est ? Oui, bien sûr. Et donc, le protocole accéléré, c'est la prise d'un médicament qui s'appelle le domperidone, qui est à la base un anti-nauséeux, qui a pour effet secondaire la lactation et qui est utilisé partout pour toutes les femmes, notamment les mamans qui ont des bébés prématurés qui veulent allaiter. C'est des effets secondaires qui sont connus, c'est pas seulement pour la lactation induite. D'accord. Bon, alors évidemment, je précise, seulement sous la surveillance d'un professionnel de santé. Voilà. Et donc moi, c'était cette consultante qui me l'a prescrit, mais elle travaille de pair avec un gynécologue qui a fait un bilan avant que je prenne ce médicament pour voir si c'était possible pour moi, si tout allait bien. Et toutes les semaines, il fallait rechecker avec eux pour voir s'il y avait pas de, si c'était ok pour qu'elle me refasse une ordonnance. Donc oui, c'est avec un suivi médical. Oui. Du coup, c'est avec donc cette consultante et cette gynécologue, la prise de ce médicament et un programme où on tire son lait toutes les 3 heures jusqu'à la naissance. C'est ça le combo. D'accord. Quoi. C'est comme ça que je me suis préparée. Sachant que moi, je travaille à temps plein, donc j'ai pas tiré mon lait toutes les 3 heures. Oui, t'as fait ce que t'as pu et c'est normal. J'ai fait ce que j'ai pu et je me suis pas réveillée la nuit pour le faire. Est-ce que tu as produit ? En 4 jours, j'avais du lait. En 4 jours, j'avais mes premières gouttes de lait. Ça a marché, mais bam, tout de suite. C'est pas le cas pour tout le monde, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre 15 jours. Mais voilà, j'avais une première goutte de lait et au moment où on est arrivé au terme Isaïe est né 1 semaine en avance, mais peu importe, quand il est né à 5 semaines, après j'avais des biberons de lait, j'étais prête. C'est génial. C'est fou ce que le corps humain est capable de faire. Ah oui. Et ce qui est génial, c'est que du coup, Catherine, on a vraiment fait une équipe, quoi. Bah, du coup, oui. Elle a vraiment été là pour me soutenir à 100% dans cette démarche avant. Parce qu'elle avait trop envie. Moi, je dis que c'était pour moi égoïstement et tout ça, mais elle avait vraiment trop envie que ça marche. Bah, tu m'étonnes. Pour elle, tu passes de ton projet biberon à la soutenir dans l'allaitement et ensuite, et en même temps, à allaiter toi aussi. Enfin, je pense qu'elle pouvait que te soutenir. C'est un super beau projet. Elle était trop contente, elle, vraiment. Et même d'ailleurs, quand on est allé chez la consultante, moi, j'y suis allée vraiment pour m'informer. J'étais pas sûre de moi encore, alors que Catherine, elle était 100% sûre qu'elle avait trop envie que ça marche. Et donc, voilà, il y a les rôles qui se sont un peu inversés parce que moi, j'étais là vraiment pour la soutenir pendant la grossesse. Et il y a un moment donné où c'était vraiment elle.
Et donc, on est arrivé à la maison de naissance. Moi, j'étais prête. En fait, vous aviez toutes les deux trouvé dans l'alimentation votre rôle auprès d'Isaïe. Voilà. Et je pense pas qu'il y a besoin d'allaiter pour trouver sa place en tant que mère. Pas du tout. C'était une inquiétude qui m'était purement personnelle. Ouais. Et cette inquiétude s'est transformée en envie. Oui. Mais ce qui est chouette. Après, si ça peut te rassurer, moi, je suis maman porteuse et j'ai eu cette même inquiétude par rapport à l'alimentation, par rapport à ma femme. Pour moi, j'ai été maman biberonnante et j'avais tellement peur. En fait, j'ai été maman biberonnante parce que j'avais peur qu'elle ne trouve pas sa place juste par rapport à l'alimentation. Et donc, je me suis d'office fermé l'allaitement. Ah ouais. Tu vois, enfin, ça fait partie de notre réflexion. Ça aurait pu prendre cette tournure-là, en fait. C'est parce que ça a pris du temps, mais au départ, on était parti sur quelque chose comme ça, et ça a pris du temps pour se transformer en l'expérience que ça a été pour nous, et on est très contente que ça ait pris cette tournure-là. Oui. Mais ouais, mais c'est génial. Et alors, du coup, t'as pu faire des premières tétées, enfin, ça devait être extraordinaire comme expérience, ces premières tétées avec Isaïe. Alors, il y a eu une grosse étape au milieu quand même, c'est la naissance. Oui, évidemment. Une énorme étape entre les deux, c'est qu'en fait, Isaïe est née très, très malade. Ah mince. Voilà. On a eu... Catherine a accouché dans une maison de naissance, ça a pris 48 heures. Et ça s'est très, 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 très mal passé. D'accord. Voilà. Et il y a eu 4 heures de poussée de sortie où elle était plus transportable. Enfin, il y a eu des erreurs de diagnostic à plusieurs moments. On adore nos sages-femmes, voilà, on leur en veut pas du tout et elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais elles se sont trompées à plusieurs reprises. Du coup, Isaïe est né avec un pronostic vital engagé. Mm-hmm. Parce qu'il respirait pas par lui-même. Après 4 heures de poussée, c'est pas étonnant. En fait, il a eu une inhalation méconiale et il a eu une infection des poumons et une infection du sang et il avait un grand déficit en oxygène qui s'est pas stabilisé rapidement. Voilà. Donc, il a pas pu téter comme c'était prévu. C'était prévu qu'il sorte, qu'il naisse, qu'il ait une tétée d'accueil avec Catherine et qu'il ait une tétée d'accueil avec moi après. Mm-hmm. Il a pas pris avec Catherine. Moi, Catherine a eu des grosses complications après. C'est aussi pour ça qu'ils sont pas occupés du bébé parce que Catherine a eu des grosses complications après la naissance. J'ai essayé de l'allaiter, il était pas en mesure puisqu'il respirait presque pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous avez un accouchement traumatique. Ouais. Oui. Catherine s'en souvient pas beaucoup, mais moi, je suis bien traumatisée. Tu m'étonnes. Mais après, du coup, il est parti à l'hôpital en réanimation, puis en néonat, et là, il avait une sonde. Mm-hmm. Voilà. Et là, ils nous ont dit... Moi, je suis arrivée en réanimation. J'ai pas pu être avec lui, mais après, en néonatologie, l'infirmière m'a dit, le bébé va très mal, il faut me tirer du lait rapidement, il aura besoin de lait, il est très malade. Donc moi, j'ai tiré du lait. Oui. Elle savait pas de qui j'étais. Oui. Donc je lui ai préparé les biberons. Moi, j'étais prête. J'ai fait ça toute la nuit. J'ai préparé des biberons toutes les 3 heures. J'ai préparé des biberons. Et en fait, le lendemain, ils ont décidé de pas lui donner. Parce que ils ont dit clairement. Donc la cadre est venue voir Catherine en disant on ne donne pas du lait d'étranger à un enfant. On n'a aucune preuve ou raison que cette femme est liée à ce bébé, donc on ne donnera pas ce lait, on donnera du lait maternisé. Voilà. Et là, toi, tu l'as pris comment ? Ah bah là, c'était le coup de massue parce qu'on venait de vivre 48 heures extrêmement assommantes, très difficiles, d'accouchement très difficiles. Après, on avait eu toute la nuit où on savait pas si le bébé allait vivre, si notre enfant allait vivre. Et là, je me suis dit, mais le monde est contre nous, quoi. Bah ouais. Mais j'ai absolument rien dit parce que j'étais sous le choc de ce qui s'était passé. J'ai rien dit. Par contre, les sages-femmes se sont battues en interne. Elles m'ont fait une prise de sang clandestine dans un couloir pour pouvoir leur prouver que j'avais pas le sida. Elles se sont battues, quoi. Elles ont passé des coups de fil. Je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais pour finir, le lendemain, la pédiatre a dit, OK, on va lui donner ce lait. Mais ça a été encore 24 heures Mais c'est pas que qu'elles m'ont pas laissé donner mon lait, c'est qu'elles m'ont interdit de le prendre dans les bras pour faire du pot à pot. Oh, punaise. Elles ont dit, maman, c'est trop stressant pour un enfant, on va pas faire ça, et il est déjà assez stressé, assez mal en point comme ça. Alors qu'en France, je crois que le pot à pot, c'est vraiment... Au contraire, on dit que ça les déstresse. Ouais, pour te donner un autre exemple, moi, mes triplés sont nés prématurés. Moi, j'étais encore en salle de naissance, qu'elles ont été transférées en néonat, et c'est Aude qui a fait le premier pot à pot. Ouais.
Et ils le font tout de suite. Bah là, ça faisait beaucoup, je crois, pour l'équipe. Déjà, qu'on soit deux mamans et que ce soit pas prévu. Aussi qu'on vienne de la maison de naissance, il y a quand même il y avait quand même un petit conflit. Et qu'il y ait eu un problème de diagnostic à la maison de naissance. Voilà. Ils étaient un peu énervés avec notre situation. Et nous, on a fait profil bas. Non, mais je comprends. Hein. Et je vais te dire, je crois que on remballe toutes, on va dire, notre fierté et notre militantisme quand il s'agit de la santé de nos enfants. Et dans ce cas-là, on préfère l'écraser et être sûr que l'équipe médicale va bien s'occuper d'eux, quoi. Parce que mine de rien, ça joue. Ça. On peut pas dire le contraire. Oui. On n'est pas sûr. Donc on fait profil bas. Ouais. Mais bon, déjà, Isaïe respirait à peine quand il s'est mis à respirer tout seul. 24 heures après, il s'est mis à respirer. Qui pleurait, je leur ai dit, est-ce que c'est possible qu'on le sorte? Ils ont dit, il faut bien qu'il apprenne à gérer ses émotions tout seul. Oh mon Dieu. Il était à peine né. Il était très malade. Il avait un pronostic vital engagé. Il allait pas bien, quoi. Et je me suis dit, franchement, la discipline, on verra ça dans quelques années. Mais moi qui pensais que les Allemands étaient vachement plus avancés que nous et ouverts. Après, faut pas généraliser que les Allemands, hein, parce que les sages-femmes étaient vraiment géniales. Et là, je pense que c'est juste qu'il y a eu une crispation par rapport à notre situation qui est venue un peu dans leurs pattes et qu'elles avaient beaucoup de travail. Et voilà, c'était pas des gens mauvais. Je pense quand même que la cadre était foncièrement mauvaise. Après, voilà. On lui dira pas. Mais les autres, elles suivent aussi les ordres. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Oh là là. Oui, donc je comprends. Oui, effectivement, grosse étape, l'accouchement. Et alors, donc toi, t'as pu donner ton lait, par la sonde, je suppose, à 48 heures après. Par la sonde, ouais. Et après, ils ont enlevé la sonde. Et là, ils ont dit, OK pour le lait, mais quand même pas au sein. Tout à fait logique. Donc Catherine a pu faire la première tétée et ça c'était magique parce ça a mis du temps pour qu'il comprenne comment ça marche et il a tété et voilà et c'était incroyable. Et moi j'ai donné mon lait au biberon. Et il n'y a pas eu de confusion. Il y a pas eu mais ça a pas duré longtemps parce qu'après la pédiatre qui était un peu de notre côté, elle nous a transférés dans un autre service et où on pouvait dormir dans la chambre avec le petit. Et là, j'ai donné le sein, j'ai demandé l'avis à personne. Donc ça a duré qu'une journée en fait où il a pris le biberon parce qu'il y avait la sonde. Oui. Après, il a pris le biberon un jour et après, on a été transférés. D'accord. Et donc là, tu as pu faire une première tétée. Ouais, magique, incroyable. Bah, il s'est endormi, il était... Et puis du coup, j'ai fait peau à peau. J'ai fait tout d'un coup, quoi. Le verre des sur moi. Voilà. Peau à peau, tété, il a pas eu de confusion et il a eu aucun problème à s'adapter aux deux types de tétons différents parce que mine de rien, c'est très différent. Aucun problème. Non, il a été dans son royaume de lait très à l'aise. C'est génial. Et il est sorti rapidement de néonat? De néonat en 4 jours, de pédiatrie encore 4 jours. D'accord, ok. Voilà. Donc vous l'aviez eu avec vous 8 jours après à la maison. Voilà. Ok. Ouais. Vu d'où il venait, il revient de loin le petit bonhomme quand même. Hein, donc c'est plutôt beau d'avoir eu 8 jours après chez vous. On a eu beaucoup de chance, ouais. Ouais, c'est clair. Beaucoup de chance. Et depuis, l'aventure lactée? Alors maintenant il a 2 ans, donc au départ ce qui était génial, bon, Catherine a eu un postpartum physiquement très compliqué, elle a eu des complications et du coup moi en allaitant je pouvais vraiment la laisser dormir. Ouais. Et ça on a réalisé qu'à ce moment-là que d'allaiter à 2 c'était génial pour Catherine. Bah oui, parce que du coup elle pouvait récupérer. Elle pouvait dormir des nuits entières si elle voulait. Donc moi je faisais la première partie de la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin, elle dormait et après c'était elle jusqu'à 10 heures du matin. Et du coup, j'avais jamais besoin de la réveiller. Elle pouvait se reposer. Je lui amenais le bébé pour téter, sinon moi je le donnais, soit pour se nourrir, soit pour se réconforter. Enfin voilà, il a jamais pleuré. Cet enfant, sorti de l'hôpital, n'a plus jamais pleuré, à part quand il est tombé qu'il avait mal. Mais après quoi, c'était très impressionnant. Waouh. Il était tout le temps au sein par contre. C'est peut-être pour ça. Il a jamais pleuré. Et voilà, donc du coup non, on a alterné, on n'a plus jamais tiré notre lait. D'accord. On a rangé le tire-lait et on a nourri le bébé tout le temps, l'une et l'autre. Et ça a été super facile finalement. Excellent. C'est génial. Vraiment facile, ouais. C'est beau comme histoire. Et alors du coup, est-ce que Isaïe est toujours allaité? Isaïe est toujours allaité, mais moi je l'allaite plus depuis qu'il a 9 mois, parce que j'ai perdu mon lait. Ah mince. Et est-ce que c'est cohérent ou est-ce que tu sais pourquoi?
Oui, je sais pourquoi. En fait, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Mhm. Et pendant cette hospitalisation, j'ai été opérée et je prenais des médicaments qui faisaient que je pouvais pas allaiter et j'étais trop faible pour tirer mon lait. Et à la sortie, j'avais plus de lait. J'aurais pu décider de me relancer dans un protocole pour relancer la lactation, mais je me suis dit, là, 9 mois, ça va se finir, voilà. Bon, je savais pas qu'il allait refuser à vie le lait maternisé et les biberons et tout ça, donc je savais pas ça. Non, mais je te rassure, à un moment, mais il bon, mangera. 9 mois, j'ai allaité 9 mois, c'était génial. Mais c'est Comment génial. Je te dis, je te rassure, à un moment, il mangera. Il arrêtera le lait. Ah non, mais là, il mange, il a 2 ans, il mange Oui, très bien bien, sûr. mais il a jamais eu de lait maternisé. Ouais, mais c'est génial, hein. Et non, il mange super bien, voilà, et puis voilà. Mais c'est vrai que quand il a eu 3 mois, on est parti au Népal avec lui. Et là, confinement. Ah, d'accord. Et là, confinement. Et du coup, heureusement qu'on allait été toutes les deux parce que les magasins étaient fermés au Népal. On n'aurait pas trouvé. Bah oui, mais c'est sûr. Et puis faire venir du lait maternisé au Népal en plein confinement. Ah, mais on n'aurait pas pu. Ça n'aurait pas marché parce que le confinement au Népal, c'était pas on sort 1 heure par jour, c'était on sort pas du tout. Donc on a fait des stocks énormes pour tous les enfants, pour la maison d'enfants. On a planté des épinards, des pousses, des trucs, tout ce qu'on pouvait pour voilà. Mais voilà, donc on a été bloqué 4 mois au Népal comme ça et on l'a nourri. Bien sûr, il avait de la nourriture. Il a commencé à s'alimenter de la nourriture, mais voilà, on l'a allaité. Oui, comme bien même il n'aurait pas commencé à ce moment-là, je pense que c'était pas très grave. Il avait de quoi manger, quoi. Ouais, non, c'était bon. Waouh. Voilà. Ouais, et c'est là que tu comprends des fois que c'est quand même vachement bien de produire l'alimentation de son bébé, quoi. C'est surtout que c'est une charge mentale en moins, en fait. Tu te poses pas la question. Il va manger chaud tous les jours, quand tout le c'est temps, facile, quoi. parce que quand c'est difficile, voilà, il y a des femmes qui font des mastites à répétition, voilà. Mais pour nous, c'était facile. Voilà. Ce qui est un cadeau. C'est vraiment, on a eu de la chance. C'est clair, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on fait une histoire de l'allaitement, c'est magique, quoi. Mais il faut pas oublier que c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter. Alors, oui, en vrai, si on peut tout allaiter parce que mécaniquement, on est conçu pour allaiter et que si on veut, on peut. Mais quand c'est difficile, que c'est émotionnellement et physiquement douloureux, bah, il y a des fois, il vaut mieux un bébé heureux au biberon et une maman heureuse au biberon qu'une maman malheureuse en allaitant. Ah, mais c'est sûr. Et là, nous, c'était facile pour toutes les deux. On a eu très peu de complications. Isaïe, il a été vraiment facile. Voilà. Donc là, c'est sûr que ça aurait pu se passer très différemment et ça, c'était pas grave. Oui, voilà. Si tu étais à l'aise et si vous aviez réfléchi à cette éventualité de l'échec, parce que ça peut arriver, enfin, toi, ça a fonctionné nickel, mais je pense que c'est pareil sur la lactation induite. Ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut ne pas fonctionner aussi. Oui, ça peut ne pas fonctionner. Après, ne pas fonctionner au niveau de l'allaitement. Mais de tous les témoignages que j'ai lus, parce qu'on est sur un groupe, là, il y a un groupe qui existe, on est plus de 10 000, voilà. Waouh. La plupart arrivent à avoir du lait. C'est surtout des Canadiennes, hein. La plupart arrivent à avoir du lait. Après que l'enfant prenne le sein ou pas, c'est une autre histoire. Hein. C'est une autre histoire. Et puis tu l'as bien dit, il y a une différence de type de téton. L'enfant il est habitué à un téton, il va peut-être pas s'habituer à un autre, il va peut-être pas. Enfin voilà, on peut pas savoir, on peut pas. Mais bon, en tout cas, chez vous ça a fonctionné. Après les confusions de tétons, c'est assez rare. D'après ce que j'ai compris, ouais, c'est pas aussi important qu'avec les confusions de biberons. C'est voilà, les confusions de tétons, l'enfant s'adapte assez bien aux deux tétons. D'accord. Mais oui, en tout cas voilà, nous ça a marché, ça a été super. Et quand j'ai pas eu de lait, bah ça a été un petit deuil quand même quand j'ai perdu mon lait. Bah tu m'étonnes. Mais après, et puis Isaïe du coup était un peu vexé avec cette histoire qu'il n'y ait plus de lait, donc il a pas du tout cherché non plus lui à relancer. Et plusieurs semaines plus tard, il me demandait la nuit des tétés de confort. Quand Catherine voulait plus lui donner du lait la nuit, il allait voir maman. Bon, voilà, au moins la tétée. Pour dire, je sais que t'as plus de lait, mais est-ce que je peux téter? Voilà. J'ai besoin là tout de suite j'ai besoin. D'accord. Voilà. Ok, super. Franchement, c'est une très très belle histoire. Et est-ce que tu sais, du coup, avec cette expérience positive, dans l'hypothèse où vous feriez un deuxième bébé et que ce soit toi qui le porte, si Catherine se lancerait dans de la lactation induite?
Ah, c'est sûr. Et en plus, pour elle, ce serait... Enfin, c'est sûr, je sais elle ferait ça, qu'elle en a trop envie, elle adore allaiter. Mais pour elle, ce serait encore plus facile parce que ce serait de la relactation. Oui, parce que c'est Parce déjà qu'elle a lancé. déjà allaité. Voilà. Donc, éventuellement, il y aurait besoin de moins de... voire pas de médicaments. Ouais, d'accord. Faudra essayer. Ok. Ouais. Mais c'est sûr qu'on aura envie d'allaiter toutes les deux, ça c'est sûr. Bah après, enfin franchement, votre expérience, elle est belle, quoi. Et puis, je pense que ça vous a enlevé, particulièrement avec les confinements, une telle charge que ça donne pas envie de tenter autre chose. Bah oui. Clairement. Ouais. Et puis de toute façon, Isaïe n'a jamais accepté un bout de silicone dans sa bouche. Hein. Tétine, biberon, il a pas voulu. Et même parce qu'à un moment donné, on a essayé de tirer du lait pour quand moi je puisse travailler et tout ça, il a pas accepté. Le lait pas frais de le lait pas tout chaud, tiré et mis au impossible. frigo, il ne voulait pas. Non. Du coup, Catherine m'a amené le bébé au travail. D'accord. Parce que du coup, c'est aussi la question que j'ai, parce que moi, on m'avait dit que potentiellement le risque de la lactation induite, c'est que ça tarisse l'allaitement de la maman portante, parce que du coup, il y aurait pas assez d'appels en fait, tu vois, puisque il y a un biberon sur deux, enfin pas un biberon d'ailleurs, une tétée sur deux qui est faite par l'autre maman. Bah alors ça c'est aussi un problème, une histoire d'idéologie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lait qui est plus important que l'autre, c'est-à-dire est-ce que le lait de la mère biologique est plus important que celui de l'autre maman. Nous on a décidé que non, donc à partir du moment où nous on avait tous les deux du lait, Catherine n'avait pas besoin d'avoir du lait comme si elle était toute seule. Autant de lait, ouais, d'accord, ok. Oui, on logique. était deux. Donc qui explique pourquoi elle devait te l'amener au boulot. Pour nous c'était elle devait me l'amener au boulot parce que la tétée de midi c'était la mienne, sauf que au moment où elle a voulu augmenter son lait, elle a augmenté son lait. Elle a mis plus au sein et voilà. Et de toute façon, la mère biologique peut aussi tirer son lait pour stimuler. Elle, aussi bien qu'il y en a une qui part de 0, il y en a une qui part pas de 0, mais on peut gérer le volume de lait l'une comme l'autre. Ah, c'est génial. Enfin, et c'est pour ça que c'est le combat de la consultante en lactation, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut déjà mettre le lait en place de la mère biologique et que l'autre fasse rien avant 2 semaines. Et ma consultante en lactation, elle a dit, faut pas écouter ça du tout. Il faut que les 2 laits marchent. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Premier jour, premier lait, quoi. Pour tout le monde. Ouais. Non, mais ça, c'est des choix à faire après. Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est sûr que ça nécessite peut-être une réflexion au niveau du couple ou même de soi-même. Mais c'est logique, en fait. Enfin, je veux dire, du lait, c'est du lait. D'où qu'il vienne, oui, j'ai envie de dire. C'est le même lait. C'est ça. Donc, ouais, faut juste réfléchir. Est-ce que celui de la mère biologique est plus important dans notre couple et avec la réflexion qu'on a eue? Non, ce qui est important, c'est que il y ait assez de lait pour le bébé. Oui, voilà. Et puis souvent, on va te dire, oui, mais c'est une question d'anticorps. Mais toi, tu les produis aussi, les anticorps. Donc, tu lui donnes aussi les anticorps. Ah oui, tu vois, c'est le même lait. Et mon lait s'adapte au bébé de la même manière. Ah, c'est fou. Tout pareil. C'est génial. Donc, il s'adapte aux besoins du bébé. Bah oui, forcément, puisque de toute manière, le bébé, il tète. Donc, il appelle les mêmes choses. Enfin, c'est logique. Ah oui. Ouais. C'est tout pareil. Et du coup, ce qui était important pour nous, c'était qu'il y ait assez de lait pour le bébé. Et franchement, Catherine, ça lui allait très bien de pas avoir la charge seule. D'ailleurs, elle a dit, hein, si jamais elle avait dû allaiter toute seule, elle se le serait pas forcément sentie. Ouais. Oui, parce que et nous, on regarde avec beaucoup d'admiration les femmes qui allaitent toutes seules. On se dit, mais c'est quand même un travail à temps plein. Comment vous faites, quoi? Ouais, nous, clair. Ça nous allait très bien de partager la tâche 50-50. Non, mais c'est super. Franchement, c'est génial. Vraiment, moi, je suis admirative de votre réflexion, on va dire. Même pas de votre persévérance, parce que finalement, ça a fonctionné facilement, entre guillemets, hein, attention. Mais de votre réflexion, ouais, parce que fallait avoir l'idée, fallait se lancer, fallait trouver. Et vous êtes tombé sur les bonnes personnes, mais quand même, il y a un moment, ça arrive pas tout cuit dans le bec. Et puis derrière, bah, vous avez mis ça en place. Toi, tu t'es pas laissé abattre par les discours des professionnels de santé. Non, bravo, franchement, waouh. Ouais. Et ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi la détermination de Catherine. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir à 2. Oui. Il faut le vouloir à 2, il faut que ça aille à tout le monde. Et c'est vrai que nous, ça nous a sauvé notre postpartum, en fait. Enfin, ça a sauvé Catherine pour son postpartum, parce que elle avait besoin de ce repos. Elle a besoin de relais, ouais. Surtout avec un accouchement traumatique.
Voilà. Elle avait absolument besoin de se refaire une santé et on aurait sûrement fait un allaitement mixte si elle avait dû être toute seule parce qu'elle avait pas les forces. Ouais. Elle avait perdu beaucoup de sang et il lui fallait du temps pour que ça se... Bien sûr. Pour se régénérer, quoi. Bah oui, non mais c'est logique. Hein. Pour renaître. C'est complètement logique. Eh ben, franchement, chapeau. Vous formez une très belle équipe, hein, c'est clair. Et ça donne envie. Je pense que, honnêtement, déjà les premiers épisodes avaient suscité beaucoup de questionnements et probablement de vocations. Mais là, je crois que vous allez vraiment donner envie de tester. C'est sûr. Là, moi, techniquement, je serais enceinte, ou ma femme serait enceinte, je me poserai pas la question, je testerai. C'est sûr. Bah, j'espère. Et moi, je suis ravie de répondre aux questions. S'il y a des familles qui ont envie d'échanger ou qui ont des questions, avec plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir. De toute manière, si ça te va, je donnerai ton compte Instagram pour que les gens puissent venir, enfin les auditeurs puissent venir. Instagram, ouais. Mona et ouais, Catherine. C'est tout simple. Je sais même pas comment je peux faire pour plus orienter vers toi, mais aujourd'hui, il faut diffuser ton histoire parce que ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Bah, avec grand plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est que les informations soient disponibles et que les gens puissent s'informer et après faire leur choix. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est surtout de pouvoir faire son choix, un choix éclairé en ayant les bonnes infos. Après, on n'a pas envie d'allaiter, on n'allaite pas et ça, c'est OK, en fait. On a envie d'allaiter, on allaite, seul ou pas, c'est OK aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a ce qui nous convient à nous et qui nous permet d'être épanouis dans notre parentalité. Voilà, c'est ça. Et ça marche aussi avec les mamans adoptantes. Ça marche avec, ouais. Ça marche aussi avec les femmes trans. Voilà, c'est une possibilité qui s'ouvre à plein de gens. Et puis maintenant, la société, parce qu'au départ, quand j'en ai parlé, vraiment, les gens étaient très réticents. D'accord. Et puis, ils trouvaient ça un peu incestueux. D'accord. Bon. Okay. Et puis, quand Isaïe est né et que les gens nous ont vus allaiter à 2, ça met tout le monde d'accord. Ouais. Il y a plus de... Voilà. À partir du moment où on a le bébé au sein, on est maman et les gens s'opposent pas du tout au fait qu'un enfant soit nourri au sein par sa mère biologique ou pas sa mère biologique. En fait, je crois que les gens se posent même plus de questions. En fait. Donc, faut se lancer. Ils voient le bébé au sein, t'es la maman, point. En fait, c'est ça rétablit les choses, quoi. J'ai envie de dire, ça clôt le débat. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour trouver ma place. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Parce que moi, j'ai un enfant qui pourrait pas moins me ressembler que ça. C'est vrai que j'ai vu des photos. On est d'accord. C'est pas possible. Hein, voilà. On a pris un donneur brun. L'enfant a les cheveux blonds platine. T'es allé chercher au Danemark, hein. Voilà. Elle est magnifique et je le voudrais pas autrement, mais ça faisait partie de mes inquiétudes de est-ce que les gens allaient penser que je suis la nounou ou la maman. Et c'est vrai qu'en ayant le bébé au sein, sans que les gens se rendent compte ou pas, mais moi, je me suis dit, voilà, j'ai plus peur de rien ni personne, c'est mon fils. Et j'ai eu besoin de ça et il y a pas forcément besoin de ça, pas du tout. Mais en tout cas, ça nous a fait du bien à tous. Non, mais vous êtes très bien dans vos baskets avec votre histoire et votre histoire vous ressemble et clairement, elle fait envie. Je peux pas dire le contraire. Je t'en prie. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mona, d'avoir partagé votre expérience et d'avoir informé encore un peu plus et éclairé sur la lactation induite. Je suis toute chamboulée par cet épisode. Ça m'a vraiment... Ouais, je pense que tu vas faire mon week-end, là. Super. Eh ben, merci beaucoup de raconter cette histoire-là. Et puis, ça m'a fait un très plaisir de participer à ton podcast que j'aime beaucoup. Ah ouais, je te remercie beaucoup. À très bientôt, Mona. Au revoir. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur la lactation induite ou que vous avez un projet de lactation ou d'allaitement induit, je vous invite à vous rendre sur le site de la Leche League, www.lllfrance.org. Sur ce site, vous trouverez notamment une définition et une proposition de mise en place de la lactation induite. Je vous la donne. La lactation induite concerne une personne qui a adopté un bébé ou qui a fait appel à une mère porteuse pour son bébé, une personne qui entretient une relation avec une femme enceinte qui souhaite aider à allaiter, ou une personne dans une autre relation, souvent transgenre, où l'un des partenaires ou les deux souhaite allaiter. Dans tous les cas, on parle d'une personne qui n'a jamais été enceinte. Une personne ayant été enceinte, même pour un autre enfant, mettra en place un projet de relactation. Le corps humain est ainsi fait que même s'il n'y a pas eu de lactation sur la première grossesse ou sur la grossesse précédente,
on considère que le corps humain a fait son job et on parle de relactation. Le projet est encore différent et se met en place d'une autre façon. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut aider, informer surtout autour de la lactation induite et de l'allaitement induit, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette possibilité et qu'il fera peut-être des émules. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en notant le podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, et en vous abonnant au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, mais je crois que ça ne sert pas à grand chose pour Apple ni Spotify, c'est juste pour moi pour me faire plaisir. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast. Je m'excuse, je ne suis pas du tout sur Facebook, mais normalement je vois quand même vos messages. Donc je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour pouvoir poursuivre la discussion autour de la lactation induite ou pour pouvoir commencer de nouvelles discussions autour de sujets qui vous intéressent. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne semaine. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.